Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous pour cette révélation des résultats de notre 7e baromètre Fijita Workplace réalisé par l'IFOP depuis 7 ans. Cette année, on l'a appelé 2023, l'Odyssée de l'espace de travail, l'hybridation, le nouveau monolithe. Et comme vous pouvez le constater, je me suis mis derrière moi ce fameux monolithe que l'on voit régulièrement dans l'Odyssée de l'espace. Monolithe qui, quand il arrive dans le film, pour ceux qui l'ont vu, est souvent annonciateur d'une prise de conscience de quelque chose de nouveau, d'un point de bascule. En l'occurrence, dans l'Odyssée de l'espace, c'est un point de bascule pour l'humanité. Et la question qu'on s'est posée collectivement avec Isabelle, David, Judith et Quentin Desrumeaux, qui a participé aussi, partenaire chez nous, participé à la conception de ce baromètre, se dire si finalement il n'était pas temps de se poser de vraies bonnes questions par rapport aux résultats qu'on va vous présenter. Alors, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas encore la manière dont on peut utiliser cet outil qui est la WebEx, qui est différent des outils Teams ou Zoom, vous avez sur votre droite un petit tableau de bord sur lequel, évidemment, vous voyez si votre micro fonctionne, si vous entendez, et c'est ce que nous espérons, et surtout, vous pouvez poser vos questions. Alors, vos questions, elles arrivent chez qui? Elles arrivent chez Judith, ici présente, qui est notre directrice de la communication chez Julie Starwen, qui s'occupe d'organiser tous ces beaux événements. Et votre question va arriver chez Judith, et Judith, en fonction du temps qui nous restera, et je dirais des thématiques qui lui sembleront importantes de poser, posera votre question. Voilà. Alors, ne vous vexez pas si on ne peut pas poser votre question, on en tient en compte, évidemment. Quitte à y répondre un peu plus tard, peut-être dans le forum sur LinkedIn, par exemple, ou en one-to-one si vous avez besoin. Autre point important, ce baromètre, on le présente, David et moi, dans les organisations qui souhaitent justement partager ces résultats. Donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter si vous en avez besoin pour pouvoir qu'on puisse venir dans votre société autour et venir présenter ces résultats, et ce qui vous permet souvent de réunir toutes les parties prenantes de la transformation digitale et plus exactement du workplace. Alors pour m'accompagner ce matin, nous avons la chance d'avoir Isabelle Trivilly, donc, qui est directrice du pôle média et digital de l'IFOP, qui va donc nous présenter ces résultats. Et nous allons les commenter. David Gautron, donc, qui est le partenaire en charge de toute l'activité expérience collaborateur chez Julie Starwen, et moi-même en l'occurrence, qui a la chance aussi de pouvoir commenter ces résultats qui sont, vous allez le voir, très intéressants par rapport à l'année dernière, avec des vraies évolutions sociétales et qui d'ailleurs nous ont beaucoup surpris. Et c'est ce qu'on va faire dans un instant. Isabelle, peut-être on va reprendre un peu les fondamentaux et l'aspect scientifique de la réalisation de ce baromètre. Oui, merci Julien. Donc effectivement, pour cette nouvelle édition du baromètre, nous avons mis en place une étude quantitative auprès d'un échantillon de 1000 collaborateurs d'entreprises de 500 salariés et plus. Donc c'est bien important à garder en tête. Le scope, ce sont des structures de 500 salariés et plus, représentatifs en termes de taille salariale et de secteur d'activité. Cet échantillon principal, représentatif, nous l'avons complété par un échantillon de 307 managers, ce qui nous a permis au final de disposer d'une base solide de plus de 600 managers pour approfondir la perception de cette cible clé. Donc en préambule, je vais vous présenter quelques indicateurs macro vis-à-vis de la transformation numérique et de ses implications qui reflètent, vous allez le voir, une forte divergence de point de vue entre managers et l'ensemble des collaborateurs. Depuis la première édition du baromètre, il y a un indicateur que l'on suit. C'est celui du sentiment de vivre ou non une révolution dans son entreprise générée par la transformation numérique. Vous voyez ici représenter les perceptions de l'ensemble des collaborateurs, c'est la courbe du bas, et plus spécifiquement des managers, c'est la courbe en bleu au-dessus. Depuis toujours, comme vous pouvez le constater ici, les managers se distinguent par un sentiment plus marqué de vivre une révolution avec la transformation digitale.
Et cette différence s'accentue encore cette année. Vous le voyez, on a 57% de l'ensemble des collaborateurs qui nous disent avoir le sentiment de vivre une révolution. Ce sentiment est d'ailleurs en baisse, il suit une baisse tendancielle depuis plusieurs années maintenant, quand parallèlement, les perceptions des managers sont relativement stables et se maintiennent à un niveau très élevé. Autre indicateur que l'on suit depuis le début du baromètre, c'est celui de l'impact positif ou non de la transformation numérique pour soi, d'une part, ce que vous voyez à gauche de l'écran, ou pour son entreprise. Ici aussi, on voit une forte différence de perception entre l'ensemble des collaborateurs et les managers. Auprès de l'ensemble des collaborateurs, vous pouvez voir que le sentiment d'un impact positif pour soi-même, de la transformation numérique et de l'organisation hybride qu'elle implique est en décroissance assez marquée, puisqu'on en a 57% qui perçoivent aujourd'hui un impact positif pour soi-même versus 68% en 2016. Concernant l'impact pour l'entreprise, on est sur un même tendance à la baisse, 58% aujourd'hui, contre 74% il y a 7 ans. Et dans le même temps, là encore, on peut observer que la perception des managers est beaucoup plus stable. Et cela nous conduit donc à une différence de ressenti entre les deux populations, donc l'ensemble des collaborateurs d'une part et les managers d'autre part, une différence de perception jamais égalée en l'espace de 7 ans, et donc qui témoigne on va dire, d'une distance entre les cibles managériales et leurs équipes. Nous étudions dans ce baromètre 4 grandes dimensions, donc, que sont le management, l'organisation, l'environnement de travail et les outils. Et je vous propose de commencer par le management, avec des insights, comme l'a dit Julien, donc qui nous ont paru extrêmement intéressants et qui vont révéler notamment une dissonance sur la notion de confiance. Ici, vous voyez une question que l'on suit également de manière historique sur ce baromètre, qui est la suivante. Est-ce que le digital a permis ou non de renforcer les liens au sein de l'équipe, d'une part, et vis-à-vis de son manager, d'autre part? Le constat d'une divergence entre l'ensemble des collaborateurs et les managers est ici aussi sans appel, comme vous pouvez le voir, puisqu'auprès de l'ensemble des collaborateurs, aucune évolution majeure n'est perceptible. Vous voyez, les chiffres sont extrêmement stables, que ce soit sur la perception de liens renforcés au sein de l'équipe ou avec son manager. Les managers, quant à eux, sont de plus en plus convaincus que le digital leur permet de renforcer les liens. 35% remarquent des liens renforcés au sein de leur équipe et 31% des liens renforcés vis-à-vis de leur manager. On a un gain de 10 points versus 2018. Nous avons ensuite souhaité savoir quels facteurs permettaient à l'entreprise de bien fonctionner dans ce nouvel environnement hybride. Quand on parlait d'environnement hybride, d'organisation hybride, on signifiait une organisation donc, qui mêlait travail en présentiel et travail à distance. Les facteurs clés de réussite qui émergent sont prioritairement les outils mis à disposition des collaborateurs, vous le voyez, cités par 34% de l'ensemble des collaborateurs, suivi par la confiance du manager à 32% et la responsabilisation des collaborateurs et l'autonomie qui en découle, 31%. Et sur ces points, comme vous pouvez le voir, avec les chiffres relatifs qui témoignent des perceptions des managers sur la droite, on observe un consensus sur l'importance de ces facteurs pour réussir à bien fonctionner en organisation hybride. Et les dimensions qui concernaient l'organisation étaient un petit peu moins importantes, on le voyait en bas du graphique. Mais dans la réalité, au-delà du consensus qu'on vient de voir,
on se rend compte que les perceptions des managers et des non-managers ne convergent pas toujours. Ici, on a interrogé les managers et les non-managers sur les impacts que pouvait avoir l'organisation hybride sur leur activité au quotidien. Et on a fait le choix de poser les dimensions en miroir. C'est-à-dire, par exemple, sur la confiance, on a demandé aux managers de se positionner sur le fait que oui ou non, est-ce qu'ils étaient amenés à faire davantage confiance à leurs collaborateurs? Et en parallèle, aux non-managers, on leur a demandé s'ils se sentaient qu'on leur faisait plus confiance. Même chose sur la responsabilisation. Est-ce que les managers avaient le sentiment de responsabiliser davantage leurs collaborateurs et les collaborateurs d'être davantage responsabilisés? Donc, toutes ces dimensions ont été évaluées en miroir. Et ici, on a des choses qui nous paraissent extrêmement intéressantes et structurantes sur la façon dont les choses évoluent. Vous pouvez voir qu'on a des dimensions sur lesquelles il y a un fort consensus entre managers et non-managers, qui sont la responsabilisation des collaborateurs, l'autonomie des collaborateurs, ou encore le gain d'efficacité parce qu'on est davantage concentré. Donc là-dessus, tous s'accordent à reconnaître des bénéfices certains. En revanche, les perceptions divergent assez fortement sur les autres dimensions, en particulier sur la confiance, donc vous le voyez en haut du graphique, donc avec 27 points d'écart entre la perception des managers, qui ont le sentiment à 87% d'entre eux de faire davantage confiance à leurs collaborateurs, quand ils ne sont que 60% à avoir ce sentiment en retour. La perception d'un changement de posture du manager qui serait devenu plus coach, c'est le 5e item, vous le voyez, où là, il y a aussi également un très fort écart entre les deux populations, ou encore les difficultés à partager ces difficultés ou à les percevoir sont encore un point de dissonance très fort entre manager et non-manager. Julien, je te donne la parole. Oui, merci Isabelle. Donc, c'est intéressant, là, on va aborder la première conviction quand on a découvert ces chiffres avec Isabelle et David, et qu'on a appelé, en faisant hommage au film de Madonna, collaborateur hybride et cherche manager désespérément. Alors, quelles sont ces 4 convictions? Premier, Isabelle l'a très bien présenté, on a une vraie désynchronisation entre les managers et les collaborateurs. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de se dire? Et je crois que ça, c'est important de l'avoir en tête. C'est que les collaborateurs disent on est très bien dans ce mode hybride. On est à l'aise, ça y est, la révolution a été opérée, ça fonctionne très très bien de notre point de vue. Ça, c'est vraiment un point important. Et on a l'impression que les managers sont encore un peu en train d'attendre de grands soirs en se disant un jour ou l'autre, tout ça rentrera bien dans l'ordre. Et finalement, il suffit d'attendre et le temps joue pour nous. Et on voit bien que là, il y a cette diffraction, je dirais, entre ces managers et collaborateurs qui s'attendent l'un l'autre sur l'objectif finalement de ce monde hybride. Deuxième conviction, la confiance sinon rien. Et ça, c'est un point très intéressant aussi qu'on a trouvé, dans la mesure où vous voyez que sur la perception de la notion d'autonomie et de responsabilité, il y a une convergence. C'est-à-dire que manager et collaborateurs se trouvent à 83-85% autonomes et responsables. Ça, c'est un point très intéressant. Nous, cabinet d'accompagnement des transformations, avant le Covid, on a eu beaucoup de demandes pour, surtout en transformation managériale, pour rendre autonomes et responsables les collaborateurs. C'était presque le mot d'ordre de tous les dirigeants qui nous faisaient la commande. Je veux des collaborateurs responsables et autonomes. On peut dire que peut-être, finalement, que l'hybridation y est parvenue, sans finalement un appui à la formation. Donc, il est parvenu naturellement. En revanche, et vous avez vu l'écart de près de 40%, que disent les collaborateurs? Ils disent ben, la confiance n'y est pas. On attend la confiance de manager. Et quant à savoir si notre manager est dans une posture coach, qui est la posture qu'on recherche effectivement dans ce monde d'hybridation, dans ce monde dit horizontal, vous voyez qu'on n'y est pas du tout. Donc là, on retrouve encore les stigmates qu'on suit avec Isabelle et David depuis 7 ans sur cette culture du command and control, et qui fait que, encore une fois, les collaborateurs sont en train de nous dire, bah, soit les managers nous donnent la confiance, et tant mieux, et ça veut donc dire qu'ils doivent se reposer la question de savoir comment on la donne cette confiance, sinon nous, on va l'acquérir par nous-mêmes, parce que c'est ça qui est en train de se passer.
Évidemment, et finalement, ça m'a fait arriver sur le troisième point, c'est qu'on a appelé retour vers le futur du présentiel, c'est que nous, le danger que l'on voit à ces comportements qui ne se synchronisent pas entre le manager et le collaborateur, c'est que finalement, ce qu'on a connu et ce que j'appelle loin, près des yeux, loin du cœur, c'était la fameuse petite anecdote où on envoyait un mail à son voisin d'à côté, qui était plutôt dans le bureau d'à côté, et en management, on disait, mais quand même, pour des informations pas forcément très importantes, ou voire importantes, s'il est intéressant de sortir de son bureau et d'aller voir son collaborateur à côté, eh ben, on est en train de connaître ça, une sorte d'appauvrissement, où on pourrait avoir un appauvrissement de la relation avec le distanciel. C'est-à-dire que finalement, on pourrait dire loin des yeux, loin du cœur, et que le manager n'irait solliciter son collaborateur qu'une fois de temps en temps, en se disant bah, finalement, un petit Teams par là, un petit message par-ci, ça suffira. Et on comprend aussi que ce que nous disent les collaborateurs, ils nous disent, mais nous, comme on est bien chez nous, il va falloir vraiment trouver une manière beaucoup plus à forte valeur ajoutée pour pouvoir nous faire venir au bureau et pour nous faire participer de manière différente par rapport au distanciel. On va le revoir dans un instant. Enfin, le management est mort, vive le management. Je crois qu'il est temps vraiment, mais fondamentalement, et c'est notre message, de renverser la table. Il faut renverser la table sur les vieux modèles obsolètes du management et comprendre que les collaborateurs veulent une autre manière d'être managés, une autre manière d'intégrer ce mode hybridation. Sinon, on va arriver vers ce que je vous disais à l'instant, un appauvrissement du lien managérial et un décrochage qui va, nous semble-t-il, s'accroître avec le temps. Alors, après cette première partie intéressante sur le management, nous allons nous intéresser à l'organisation et à l'évolution du rapport au télétravail. Donc, dans les grandes structures que nous avons interrogées, je vous rappelle que le scope de l'étude couvre les organisations de 500 salariés et plus. Le télétravail est bien installé, puisque déjà les 2/3, donc 64% exactement, nous disent avoir un accord de télétravail. Et effectivement, dans la réalité, les équipes y ont très largement recours. Vous le voyez, 57% de l'ensemble font partie d'une équipe où du télétravail est mis en place et 67% des managers sont également concernés. Quant au lieu de travail à distance qui est privilégié, c'est très largement à 87% pour l'ensemble, vous le voyez, le domicile, à 78% pour les managers. Les espaces de coworking, pour information qu'on avait testé, n'émergent que marginalement en étant cités par 6% de l'ensemble des collaborateurs interrogés. Et non seulement ce télétravail est bien installé, mais il est de plus en plus déterminant dans le choix d'un employeur. Vous le voyez ici avec les petites flèches rouges qui descendent. De moins en moins de collaborateurs nous disent préférer sur site. On est à 16% cette année, on avait 20% l'an dernier. Et on a même une part croissante qui nous disent que c'est primordial, qui seraient prêts à changer d'employeur pour pouvoir travailler à distance. Donc, on a un attachement au télétravail qui se confirme et qui s'installe. Et pourtant, cette organisation hybride, on va le voir, elle est loin d'être facilitatrice pour les managers. On leur a demandé quel impact cette organisation hybride avait sur différentes missions, sur différentes tâches qui les occupaient au quotidien. Et on voit que les résultats ne sont pas nécessairement très encourageants. 33% des managers nous disent avoir le sentiment qu'il leur est moins facile d'organiser les tâches entre les membres de leurs équipes. 40% qu'il leur est moins facile qu'avant de communiquer au sein de l'équipe. Et on arrive à des taux encore plus importants, atteignant la moitié des managers qui expriment le fait de ressentir plus de difficultés à animer leur équipe ou encore à détecter les signaux faibles. Et face à ces difficultés, on le voit, 63% des managers nous disent avoir défini des règles de fonctionnement pour les réunions en mode hybride.
Alors, donc on arrive à la deuxième conviction sur les chiffres que vient de vous présenter Isabelle, hein, qui confirment finalement ce que je vous disais juste auparavant. Quand on a effectivement des managers qui se trouvent en difficulté dans leur management par rapport justement à la détection des signaux faibles, à animer leur équipe, on voit bien que ce décrochage est toujours là et il continue de s'accentuer. Et de la même manière, sur le travail à domicile, vous avez compris que là, je dirais c'est un plébiscite. Les collaborateurs comme les managers vous disent, nous, ce qu'on souhaite, c'est travailler à domicile et on est bien à domicile. Alors, ça pose la question finalement de plusieurs sujets. Le premier sujet, on l'a compris, c'est que, et on n'y reviendra pas, voilà, le télétravail est devenu une norme, l'hybridation est devenue une norme, mais pour autant, on cherche, quand on se cherche un peu. Donc effectivement, certains managers et beaucoup d'organisations que nous accompagnons mettent en place des règles de fonctionnement. On appelle ça des cartes d'expérience. C'est-à-dire à quel moment finalement on va se retrouver tous ensemble pour y faire quoi. Mais la question qui est évidemment posée, c'est que est-ce que ce modèle de télétravail centré peut être pérennisé dans le temps et elle peut être valide dans le temps. Et c'est là que je dirais que le curseur est encore en train de se chercher, on est en train de savoir à quel moment et comment on peut le positionner pour que tout fonctionne correctement. Ensuite, la deuxième question et le deuxième point que ça pose, c'est les notions de ce qu'on appelle les tâches télérobustes et les tâches téléfragiles. Comme on est sur un baromètre qui est multisecteur, ce qu'on veut entendre là par télérobuste et téléfragile, c'est télérobuste, ce sont les tâches finalement sur lesquelles on peut facilement détacher se détacher la tâche en télétravail, donc la téléporter, et en téléfragile, bah, évidemment, des tâches qui, elles, ne sont pas téléportables en télétravail. Et dans le tertiaire, en l'occurrence, si on prend cette segmentation télérobuste et téléfragile, et toutes les tâches dites répétitives, très cadrées, sont évidemment téléportables en télétravail, et téléfragiles, on va y retrouver plutôt les travaux dans l'absolu de réflexion, de lien social, de réorganisation. Ça, ce sont des questions qui se posent aujourd'hui au niveau de l'équipe, c'est-à-dire quel est l'équilibre pour pouvoir être à la fois équilibrer le télérobuste, les tâches télérobustes et les tâches téléfragiles. Quelles sont les tâches qui nécessitent d'être synchrones ou asynchrones et à quel moment, et on revient sur une notion qu'on avait apportée l'année dernière de responsabilité réciproque, à quel moment le manager pense qu'il est important de retravailler avec ses équipes, alors en présentiel ou pas d'ailleurs, et à quel moment il lui laisse la main pour être autonome et responsable. Troisième point important, c'est que, comme vous l'avez compris, si les collaborateurs vous disent et les managers vous disent on est très bien chez nous, bah, qu'est-ce qui fait qu'on va revenir, en tous les cas, on va se déplacer. Et donc là, l'expérience présentielle se doit d'être de plus en plus émotionnelle. Je crois que ça, c'est fondamental. On l'a constaté en formation. En formation, les formations qu'on faisait avant le Covid étaient des formations, je dirais, somme toute classiques, dans une salle avec un animateur, voire des parcours blindés. On voit depuis 2 ans qu'on est en train de monter des mini-événements où on veut faire vivre des émotions avec des intervenants de très haut vol, avec vraiment des expériences émotionnelles très fortes pour qu'il y ait un ancrage émotionnel. Et ça, c'est fondamental pour comprendre ce qui éventuellement va faire rentrer ou revenir la personne, ou en tout cas la faire travailler en présentiel. Et enfin, dernier point qui nous paraît important, c'est que ce n'est plus l'organisation qui prescrit le modèle du travail, mais c'est bien l'équipe qui la co-design par et pour elle-même. Et ça, c'est aussi un fondamental qui est en train de se mettre en place, c'est que c'est l'équipe qui choisit son mode de fonctionnement, avec bien sûr, dans le meilleur des cas, avec l'appui du manager, mais l'organisation perd, si vous voulez, je dirais, le cadre qu'elle pouvait imposer en disant c'est de cette manière-ci qu'on souhaite que vous travaillez. Et ça, c'est ce qui va permettre, si vous voulez, cette agilité. Et donc, une organisation qui ne serait pas agile et qui n'aurait pas compris ça, elle risque d'avoir et de faire face à de grandes difficultés dans son futur. Alors, Julien, on a un peu parlé d'expérience du présentiel et on va précisément justement se focaliser sur l'environnement de travail.
et on va comprendre pourquoi l'on parle d'atomisation du lieu de travail. Nous avons interrogé les salariés sur leur perception des différents environnements de travail. Donc, on a évalué le domicile, le bureau individuel fermé, le bureau partagé avec une équipe restreinte ou l'open space. En leur demandant lequel était selon eux le plus adéquat dans 3 contextes, qui étaient celui d'une recherche d'efficacité, d'une recherche de créativité ou d'une recherche de concentration. Sans surprise, comme vous pouvez le voir, le domicile est plébiscité et il arrive largement en tête pour les contextes, les demandes, les attentes dès lors qu'on souhaite être concentré ou qu'on est en recherche d'efficacité. Donc, il devance très largement à 54% versus 33% le bureau individuel fermé auprès de l'ensemble, et pour l'efficacité, 45% versus 26% pour le bureau individuel fermé. Ce constat, il se partage également chez les managers, comme vous pouvez le voir. Mais chose plus étonnante, qui nous a vraiment marqué, et c'est un tournant par rapport à ce qu'on avait pu observer les autres années sans qu'on ait posé cette question-là de cette façon-là, le domicile, il n'est pas non plus discrédité dès lors que l'on cherche à faire preuve de créativité. Et il est cité par 33% de l'ensemble des collaborateurs qu'on a interrogés comme étant le lieu le plus adéquat lorsqu'on cherche à être créatif, devant le bureau partagé avec une équipe restreinte à 29%. Sachant que là, l'open space arrive, là encore, en 3e position, assez loin derrière. Donc, ça, c'est vraiment un élément d'étonnement qui nous a profondément marqué et qui challenge vraiment le lieu de travail. Et dans ce contexte de grande valorisation du domicile, donc Julien en a un peu parlé, quelles sont donc les principales raisons qui vont pousser à se rendre physiquement sur site? Eh bien, en premier lieu, c'est la contrainte. On y va parce qu'on est obligé d'y aller, soit parce qu'on n'a pas de télétravail possible, soit parce qu'on est obligé de venir certains jours, notamment pour retrouver son équipe. 25% nous le disent. Donc, ils le perçoivent vraiment et ils nous disent « j'y retourne parce que j'y suis contraint ». Et la deuxième motivation, citée par 28% de l'ensemble des collaborateurs, c'est la dimension sociale qu'ils retrouvent, le fait qu'ils apprécient être en contact avec leurs collègues. Ce qui est intéressant de noter, c'est les perceptions des managers que vous voyez sur les deuxièmes petites barres sur ces graphiques, où pour eux, on notera l'importance particulière qu'ils accordent à la dimension sociale. Donc des managers pour qui c'est la première motivation à aller sur site. On le voit à 39%. Donc des managers qui sont finalement très en attente de relationnel avec leurs équipes. Nous nous sommes ensuite focalisés sur l'accord de télétravail qui était actuellement en place dans leur structure pour évaluer un petit peu leurs attentes éventuelles vis-à-vis de cet accord. On relève une forte attente de flexibilité et ce de manière consensuelle. 73% de l'ensemble des collaborateurs nous disent qu'ils aimeraient plus de flexibilité dans l'organisation. 79% des managers partagent cette opinion. Et donc, au-delà de la possibilité de télétravailler, auquel ils ont donc dorénavant accès, on voit donc que c'est maintenant de la souplesse qui est attendue. Donc ça, c'est très intéressant à garder en tête. Et un élément intéressant est l'attente de davantage de jours en présentiel. On voit que les collaborateurs, l'ensemble des collaborateurs, on en a 30% qui aimeraient avoir plus de jours en présentiel. Donc on se dit, voilà, on voit que, comme le disait Julien tout à l'heure, eux, très majoritairement, ils gèrent très bien ce travail à distance. Auprès des managers, donc même si ce n'est pas une majorité, on observe qu'on a quand même 44% des managers, donc c'est une part non négligeable, qui expriment le souhait d'avoir plus de jours en présentiel. Donc un besoin pour ces managers de réinvestir le bureau.
David, je te laisse compléter. Merci beaucoup, Isabelle. Oui, du coup, effectivement, on a réinterrogé notre troisième conviction, donc, qui est dédiée à l'environnement de travail, un peu sur le pourquoi finalement à revenir au bureau, avec ce petit clin d'œil, et puis on va développer quatre idées. Donc effectivement, le point clé, c'est qu'on voit que le barycentre, hein, quand même, cette année, s'est clairement réaffiché en faveur du télétravail, y compris pour des activités telles la créativité qu'on pouvait imaginer avoir beaucoup plus de sens à faire au bureau, sur site. Donc sans doute qu'il y a plusieurs phénomènes, hein. Il y a une acceptation sociétale aussi beaucoup plus forte. L'effet post-Covid, full remote, a fait que c'est rentré. Il y a une vraie transformation culturelle qui a été opérée. Sans doute aussi que les usages, hein, et appropriation des outils digitaux et modes collaboratifs font qu'on a un maximum d'activités qui sont télétravaillables, comme le disait Julien aussi. Donc finalement, le collaborateur va exercer un peu une sorte de rationalité limitée, hein, qu'on connaît en sociologie, de vraiment choisir son espace de manière pragmatique selon sa situation, ses contraintes aussi, et d'évaluer finalement les avantages comparatifs de tel ou tel choix d'espace par rapport à ce qu'il a à faire. Deuxième idée peut-être qu'Isabelle évoquait là, qui est assez forte, c'est cette notion de flexibilité, hein, qu'on connaissait, mais qui devient finalement un prérequis à pas mal de choix d'action des collaborateurs. Donc le travail à distance en mobilité, quand il reste techniquement possible, finalement, c'est complètement normalisé, et c'est seule l'impossibilité technique, hein, qui reste un seul frein. Donc ça ouvre quand même un champ des possibles très fort, notamment sur les plafonds de verre qu'on pouvait imaginer avec la transformation digitale de publics type les frontliners, qui peu à peu voilà, se voient dotés, se voient adressés sur ces nouveaux usages digitaux et collaboratifs. Donc il y a quand même un vrai enjeu comme ça de permettre l'appropriation du travail en mobilité, y compris à des nouveaux publics, et d'homogénéiser de plus en plus finalement les usages pour l'ensemble d'une population d'une entreprise. Troisième point intéressant, on avait parlé déjà l'année dernière, hein, du sujet d'activity-based working, cette notion de choisir vraiment son espace, ses outils en fonction de son activité. Elle était déjà très connue, hein, en termes de réaménagement sur les bureaux. L'idée, c'est qu'on voit qu'il y a finalement refait sens sur un dimensionnement d'entreprise beaucoup plus étendu, hein. C'est-à-dire que maintenant, on est dans un mix, vous voyez, très élargi. On va chercher les effets de modularité sur site, mais aussi de complémentarité avec le domicile ou avec un tiers-lieu. Donc sur ce site, par exemple, sur le cas d'un site tertiaire, on voit le double mouvement finalement de systématisation du flex office, avec moins de postes de travail, et à la fois de remonter une logique de plus de renforcer l'hospitality management. Donc on va peut-être venir moins, mais avec une approche plus qualitative, hein, de la venue au bureau, dans une logique un peu plus de flagship où, comme le disait Julien aussi, on va réévénementialiser finalement sa venue pour rechercher une expérience plus forte. On va être plus sur l'émotionnel, la sociabilisation, que finalement le fonctionnel pur de l'espace du bureau, qui on voit est pas forcément préféré par rapport à ou à avantage par rapport à chez soi. Dernière idée, c'est effectivement comment co-designer finalement l'environnement de travail de demain pour s'adapter plutôt à une logique de parcours et de flux des collaborateurs, hein, qui on voit finalement sont assez diversifiés. Donc l'idée, c'est bien de repartir de la compréhension d'une journée, d'une semaine type, de repartir aussi de l'analyse à la maille équipe, comme on le disait tout à l'heure, pour pouvoir à la fois rechallenger les besoins, analyser plus précisément sans doute les irritants, et imaginer in fine l'expérience la plus sans couture possible. Ça pose aussi le sujet de comment manager de manière voilà, hybride et asynchrone. Donc là, évidemment, c'est un sujet dont on a parlé tout à l'heure, mais qui convient de pérenniser dans le temps, de jauger ce juste niveau de responsabilité réciproque entre le collaborateur et le manager, où on voit qu'effectivement, il y a quand même une certaine dissonance entre les attendus des uns et des autres par rapport à l'environnement de travail et comment les utiliser.
Donc, je vous propose de terminer par le dernier volet du baromètre, donc, qui est consacré aux outils. Donc, en termes d'outils, nous sommes intéressés notamment aux outils collaboratifs du type solution de visioconférence, logiciel type suite Office 365, outils travail collaboratif. Et on constate, comme vous pouvez le voir ici, que ces outils, ils s'installent progressivement dans le quotidien des salariés, puisque quand ils en disposent, et c'est le cas de 91% d'entre eux, on voit que 45% y ont accès depuis 1 à 3 ans et 39% déjà depuis plus de 3 ans. Donc déjà, ce sont des outils qui s'installent progressivement et avec lesquels se familiarisent de plus en plus les collaborateurs. En revanche, on voit que seule la moitié exprime une satisfaction vis-à-vis de ces outils, en reconnaissant qu'ils les aident à travailler efficacement. Donc, on a encore une marge de manœuvre. Il y a encore des besoins d'accompagnement pour convaincre des réels bénéfices que peuvent apporter ces outils. On voit qu'il y a toute une partie des gens qui peuvent y être indifférents ou en tout cas ne pas en percevoir, sans pour autant en être insatisfaits, en tout cas ne pas en percevoir la réelle utilité et le réel bénéfice pour eux. On s'est intéressé cette année à différentes technologies émergentes du type réalité virtuelle, réalité augmentée, aide à la décision, métaverse, etc., les robots sociaux, pour voir s'il y avait des initiatives qui avaient été enclenchées autour de ces nouvelles technologies dans les grandes structures qu'on a interrogées. Comme vous le voyez, on en est encore aux prémices, puisque les taux sont encore très marginaux sur ces différents types de technologies. Alors, on pourrait se poser la question de ChatGPT parce que je lis dans les pensées en se disant, mais est-ce que ChatGPT a été… Alors, il se trouve qu'on était fin décembre 2022, qu'on n'en parlait pas tout à fait ou pas complètement. Et donc, évidemment, ChatGPT fera partie des sujets sur lesquels on viendra interroger notre échantillon pour l'année 2023. Et pour finir, nous avons évalué plusieurs types d'accompagnement qui peuvent être proposés aux collaborateurs. Donc, des types d'accompagnement que l'on a positionnés ici sur 2 axes. L'axe des abscisses correspond au taux de recours actuel dans l'entreprise et l'axe des ordonnées correspond au souhait d'en bénéficier. Ce qui nous permet de faire émerger 3 types d'accompagnement qui reçoivent un écho particulièrement favorable. Donc vous avez en haut à droite, dans le cadran en haut à droite, les tutoriels et la formation, donc qui sont des formats déjà très largement déployés, mais toujours fortement prisés. Et en haut à gauche, le coaching, qui est un format, donc on le voit, qui est encore peu développé, mais qui vraisemblablement intéresse fortement les collaborateurs. Merci Isabelle. Donc effectivement, ouais, pour cette dernière partie dédiée aux outils et usages digitaux, encore plus que l'année dernière, hein, on a parlé de massification déjà de ces usages-là. On voit encore une intensification qui s'est opérée. Alors peut-être 4 idées importantes, c'est, vous connaissez l'acronyme souvent utilisé à Tawad de le Anytime, Anywhere, Any Device. On voit que voilà, on rajoute le Any Content, c'est-à-dire qu'on va être de plus en plus dans des employés plateformes avec des logiques de contenu, de services intégrés en full access pour le collaborateur. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir le sécuriser dans la durée sur tout le parcours du collaborateur pour qu'il puisse être en totale autonomie, qu'il ait l'expérience la plus en couture, comme on disait, possible. Peut-être une deuxième idée clé, Isabelle le disait, c'est qu'effectivement, il y a quand même un vrai sujet de poursuivre l'accompagnement des collaborateurs sur des consolidations, des validations d'acquis, hein, jusqu'où on sait bien utiliser les suites collaboratives qu'on connaît tous. Faire attention peut-être à des potentiels décrocheurs, hein, parce que l'idée c'est de pouvoir être quand même dans une transformation digitale la plus homogène possible,
qu'il n'y ait pas trop d'écart entre les différents publics. En tout cas, les collaborateurs, vous voyez, redemandent des fondamentaux, hein, donc c'est de la formation, des tutoriels, du coaching, cette logique de référent avec des digital champions. Voilà, c'est un sujet qu'il faut avoir en tête aussi quand vous êtes en déploiement ou en redéploiement de certains outils. Troisième idée, c'est sur la notion peut-être de satisfaction du collaborateur. Hein, on a vu pour la moitié, c'est le cas. Alors, ne pas comprendre que la deuxième moitié ne l'est pas, mais il y a quand même cette logique qui, voilà, on n'écoute sans doute jamais assez et on mesure sans doute jamais assez la satisfaction du collaborateur parce que s'il y a massification d'usage, il y a aussi en corollaire un sujet d'unification des parcours, de convergence, inverser cette logique un peu de one-stop shop où le collaborateur en un endroit ou en quelques endroits circonscrits peut trouver un maximum de contenu, d'outils et de services. C'est valable pour le collaborateur, mais vous voyez aussi, ça s'adapte au middle management pour qu'il y ait cette aide au pilotage hein, que peut offrir le digital. Donc effectivement, on voit que on parlait un peu de pyramide de Maslow, hein, si on l'adaptait sur les besoins de collaborateurs, les usages sont en train de se sophistiquer, monter en puissance aussi pour remplir de plus en plus de champs. Dernier point, effectivement, Isabelle le disait, sur les solutions technologiques dites émergentes, on voit qu'il y a quand même là aussi une dissonance entre les managers qui peut-être y voient un moyen de passer de nouveaux caps dans la mise en place d'un vrai future of work. Assez souvent, on voit aussi que des managers ont une vision peut-être un peu plus technocentrée, ils sont prescripteurs d'un certain nombre d'usages et on sait par exemple, voilà, en termes d'intelligence artificielle, de réalité virtuelle notamment, qu'il y a déjà des cas d'usage hein, qui fonctionnent clairement, par exemple sur un parcours RH, hein, sur l'onboarding, la formation, les moments de mobilité par exemple. En tout cas, le fait est que dans cette étude, la perception n'est pas encore très réelle du côté des collaborateurs hein, qui sont sans doute assez loin de ces préoccupations concrètes au quotidien. Est-ce que ça répond vraiment à des pain points pour eux, par exemple? Est-ce qu'il n'y a pas un enjeu aussi d'alignement de désalignement du coup avec la sobriété numérique qui s'impose de plus en plus dans nos débats? En tout cas, on voit que ça reste avec des taux de pénétration assez faibles. Alors, on vous propose pour terminer quelques pistes de réflexion qui nous semblent intéressantes, en tout cas à explorer dans les organisations que vous représentez. On pense qu'il y a un enjeu, la première de ces réflexions, on pense avec David qu'il y a un enjeu sur faire comprendre fondamentalement ce qui est en train de se passer auprès de tous les managers. C'est-à-dire qu'ils comprennent qu'il y a un changement de paradigme et un enjeu sociétal avant même de les envoyer en formation sur comment manager en hybride, hein, qui est un peu le réflexe qu'ont beaucoup de direction des ressources humaines, qui nous semble fondamental. Et vous l'avez compris, quand on entend que les collaborateurs et les managers d'ailleurs préfèrent le domicile, voire sont très à l'aise dans ce mode hybride, on comprend bien que le sujet, finalement, c'est pas tellement de faire revenir les gens au bureau, hein, c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est de comprendre comment on doit travailler différemment en intégrant l'hybridation. Je crois que ça, c'est fondamental. Et donc, tout ce qu'on avait dit l'année dernière nous-mêmes, hein, consultants, en disant bah, finalement, l'enjeu, c'est de faire en sorte qu'il y ait des bureaux en micro-zoning, c'est peut-être de revoir l'ensemble des services dans la conciergerie, par exemple, des organisations, voilà, pour faire vivre une expérience différente. On sent bien que ça ne suffit plus et ce n'est pas le sujet. Donc, et ça, c'est vraiment ça, cet enjeu sociétal. Aujourd'hui, finalement, et je m'appuierai sur les travaux de Henri Bergeron qui pilote la chaire d'organisation du travail à Sciences Po, on est dans le ici et maintenant. C'est ça qui est en train de se passer dans la vie sociétale et on n'est pas dans la projection. Et ce ici et maintenant nous concerne tous et concerne, s'il a concerné pendant une centaine d'années les classes sociales dites moins aisées, aujourd'hui le ici et maintenant concerne l'ensemble des classes sociales et c'est pour ça qu'on retrouve tous ces chiffres clés que vous a présenté Isabelle et qui montrent qu'on est vraiment sur une lame de fond sociétale. Deuxième sujet, deuxième piste de réflexion, c'est évidemment re-questionner le travail en équipe hybride en dissociant, c'est ce qu'on disait avec David tout à l'heure, les activités dites télé-robustes et télé-fragiles
et surtout en essayant d'identifier quelles sont les valeurs qui créent de la valeur et qui nécessitent, encore une fois, ce collectif. Et là aussi, ne pas se tromper, la créativité qui a souvent été, je dirais, l'argument qu'on a donné l'année dernière en disant bah, venez au bureau, travaillons en brainstorm, vous allez voir, on a une meilleure créativité. Vous voyez que là aussi, et par l'évolution des outils, et par rapport aux chiffres qui vous ont été évoqués par Isabelle, on sent bien que l'argument ne suffit pas non plus. Hein, que la créativité, pour 39% des personnes qui ont interrogé, se fait et peut très bien se faire à la maison. Enfin, pour les DRH, eh ben, c'est ce que disait à l'instant David, c'est qu'il faut retrouver, il faut revoir tous les parcours RH en mobilité, sur différents aspects, en se posant la question, c'est quoi la semaine d'équipe type, et encourager les managers à se poser la question de comment on travaille collectivement ensemble, à quel moment on se retrouve, à quel moment on se retrouve collectivement ou individuellement, et c'est ce qu'on appelle, encore une fois, le processus de carte d'expérience qui permet de structurer en tout cas ce travail au quotidien dans une perspective de processus d'amélioration continue pour cette expérience client, mais cette fois-ci interne. Effectivement, pour poursuivre cette logique de co-design, c'est finalement de ce qu'on adapte sur une journée, une semaine type, le repenser sur des parcours au global, un parcours RH par exemple, de l'onboarding, les moments clés de mobilité, on en a parlé. Effectivement, c'est d'intégrer à la fois autant les aspects digitaux, spatiaux, managériaux et serviciels par exemple, pour être sûr qu'on on intègre tout ça de manière cohérente, que c'est une vraie traduction digitale et plus d'être dans une espèce d'opposition entre le digital et sur site, mais vraiment que ça puisse être le plus en couture possible, on l'a dit. Compléter aussi les logiques de baromètre annuels de plus en plus sur des questionnaires à fréquence beaucoup plus régulière, hein, pour aller checker, vérifier des points précis, des niveaux de satisfaction. Donc, c'est plus seulement être dans de la perception, mais voir s'il y a bien une résolution des irritants qui avaient été perçus. Est-ce qu'on apporte les réponses aux différentes attentes? Est-ce qu'on anticipe, comme vous voyez, celles du futur aussi? Le point de simplification, d'unification, donc on parlait d'employee plateforme, de logique vraiment self-care, d'être de plus en plus d'accepter cette idée que le collaborateur est en autonomie, donc de pouvoir le doter de plateformes un peu tout en un. Effectivement, l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire converger cette logique peut-être de parcours encore un peu fragmenté, et puis de faire parler les parcours collaborateurs avec ceux du manager pour pas qu'il y ait un effet de parallélisation non plus. Et puis peut-être dernière idée, pas mal d'entreprises se lancent sur ce sujet d'observatoire, effectivement avec à la fois la détermination de pouvoir être à la hauteur de ce nouveau modèle, mais aussi l'humilité de voir qu'on est en train de tester des choses, de vivre quelque chose, un momentum qu'on n'avait vraiment pas connu, et du coup de pouvoir spécifier, qualifier ce qui fonctionne bien, ce qui manque encore, et de faire parler aussi la data par rapport à ces sujets-là pour pouvoir avoir un maximum de données et prendre les bonnes décisions qui s'imposent. Voilà, nous arrivons donc à la conclusion de cette révélation des résultats de ce 7e baromètre. Est-ce que, Judith, nous avons des questions, non pas dans la salle, mais dans la salle virtuelle? Oui, oui, on nous a interrogés sur un sujet qui a l'air d'avoir beaucoup intrigué. C'est celui du domicile bureau, et on nous demande si on a des chiffres sur l'open space et si on voit une évolution justement sur ce sujet sur ces dernières années. Donc, monsieur, dame. Peut-être Isabelle, sur les grandes tendances, si tu as tes chiffres en tête. Oui, mais en fait, sur les grandes tendances, moi, ce qu'on voit effectivement, c'est que voilà, l'open space n'arrive pas à remonter. On sait qu'on a toujours eu des réticences vis-à-vis de l'open space. Et en fait, l'open space n'arrive pas à remonter dans le cœur des collaborateurs. On voit qu'il est toujours très
classé très loin derrière les autres contextes de travail. On l'a vu même y compris pour voilà, donner lieu à de la créativité. On se dit que même cet endroit-là, ce n'est pas nécessairement le plus propice à ça. On va plutôt lui privilégier dans ce cas-là un bureau partagé avec plusieurs personnes, plusieurs collaborateurs, mais vraisemblablement, on n'arrive pas à valoriser l'open space. Et peut-être la tendance du travail à domicile, nous, de ce qu'on en a constaté, hein, c'est que c'est cette année que ça bascule en fait. Hein, enfin, je pense que c'est ça qui nous a vraiment surpris, hein, c'est que le domicile sur les 3 segments qui étaient concentration, créativité et efficacité, finalement arrive en tête dans les 3 segments, hein, ce qui pour nous est un vrai point de bascule et qu'il faut encore une fois intégrer dans la manière d'appréhender le sujet de l'environnement de travail. Dans les projets de déménagement aussi, hein, on est sollicité dans beaucoup de projets de déménagement avec David. Et je pense que globalement, ce qu'on peut se dire, hein, c'est que en un an, on a vu des évolutions comportementales et sociétales qui sont en train de se transformer à une vitesse supersonique. Et donc, notre point de vigilance, c'est d'éviter peut-être alors des divisions un peu parisianistes en disant, bah voilà, il suffit qu'on augmente ceci ou qu'on nous manque cela. On comprend bien que c'est plus profond que ça, hein. Et donc d'éviter d'avoir des biais, des représentations un peu à l'emporte-pièce, et nous-mêmes consultants d'être très 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 vigilants sur ces raisonnements, d'où la nécessité d'interroger beaucoup plus régulièrement les collaborateurs pour savoir où ils en sont, et d'où effectivement l'intérêt des observatoires du travail hybride qui donnent, si vous voulez, une sorte de phare sur la manière dont évoluent ces populations et qui vont vous éviter peut-être, et vont nous éviter de faire des erreurs, parce qu'on est tous logés à la même enseigne, hein, finalement. Après, la question que ça nous pose aussi, c'est de savoir, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là qu'on est tous un peu secs, hein, sur le qu'est-ce qu'on fait. Là, on vous a donné un peu des pistes de réflexion, on vous a partagé des constats, mais si on est vraiment dans une lame de fond sociale, où on est dans le ici maintenant, ou avec une volonté de distanciation par rapport à l'organisation, et de retrouver un équilibre personnel pour se retrouver, ça, on ne va pas pouvoir y faire grand-chose, hein. Donc, il va falloir faire de preuve de créativité, justement, pour concilier les deux, et faire en sorte que cette organisation du travail soit modifiée en profondeur et qu'il puisse intégrer encore une fois ces nouveaux modes de consommation. Alors, on nous pose d'autres questions. On nous demande si la crise du Covid a eu un impact sur les outils collaboratifs et si ça a également généré un changement dans l'esprit des collaborateurs. Oui, alors clairement, on l'avait opéré dès l'enquête, hein, qui était entre les 2 grandes phases, hein, de Covid, du full télétravail qu'on a tous connu ou subi, hein, pour certains. Donc effectivement, il y avait une massification de l'utilisation. Je pense que je l'avais rappelé l'année dernière, mais les principaux éditeurs disent souvent qu'ils ont gagné 3-4 ans de développement en termes de déploiement. Après, le point était de savoir jusqu'où ces usages allaient perdurer, allaient être aussi homogènes, et on voit que c'est pas forcément si le cas que ça 2 ans, 3 ans après. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une notion de fracture numérique qui reste, voilà, qui s'est déplacée entre entreprises et qui arrive plutôt maintenant à l'interne d'une entreprise. Donc, d'où le besoin de reconsolider des acquis et vous voyez, des demandes de formation, par exemple, de coaching et ainsi de suite, donc avec de l'accompagnement humain. Donc, effectivement, il y a un accroissement très fort, par contre, voilà, qui mérite d'être monitoré, vérifié, consolidé, population par population. Et je rajouterais que ces outils sont en train d'évoluer eux aussi. Et quand on parle de créativité, hein, tous ces outils-là sont en train de se développer de fonctionnalités issues, ben, évidemment, des usages des uns et des autres, et qui font que là aussi, ça va encourager peut-être des postures plus à domicile, hein, que d'aller au bureau. Donc, tout ça, c'était encore une fois, ça encourage, c'est ce qu'on est en train de constater dans les constats que l'on fait sur les usages. Alors, on nous pose également une question. Quid de l'engagement et du sentiment d'appartenance? C'est une très bonne question. En fait,
quand on travaille beaucoup d'organisations, on nous dit, souvent quand on arrive, on nous dit « Ah, mais on a un super taux d'engagement ». Donc là, il faut être vigilant là aussi. C'est-à-dire que si on parle de la survey annuelle, et vous voyez à la vitesse où les évolutions sont en train de se réaliser avec juste un baromètre que l'on fait nous une fois par an, vous pouvez imaginer que cette notion d'engagement, il faut la prendre avec des pincettes, parce que ça veut dire quoi être engagé aujourd'hui dans une organisation? Et c'est peut-être là qu'il y a un débat à apporter, c'est peut-être se dire que cette notion d'engagement, il faut peut-être la redéfinir, et en tout cas, il faut la redéfinir non pas à l'aune de ce qu'on a connu sur tout le XXe siècle en termes de management, mais sur d'autres, encore une fois, d'autres modèles. Et c'est peut-être ça l'enjeu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si engager, c'est de se dire, je vois mes collaborateurs, donc, et je présuppose qu'ils sont engagés, et on le sait tous. Quand on était avant Covid, on savait bien que c'est pas parce qu'un collaborateur était présentiellement là qu'il était forcément engagé. Donc, je pense que c'est tout ça qui doit être revu. Et donc, la fierté d'appartenance, elle finalement, c'est de contribuer et d'apporter de la valeur quelle que soit la manière à l'organisation. Et je pense que c'est ça qu'il faut vraiment travailler, c'est ça qu'il faut analyser. Et je pense qu'encore une fois, on est sur des modèles d'engagement qui sont des modèles qui sont obsolètes. Et je pense que pour redéfinir l'engagement et de se dire, est-ce que la personne est réellement engagée, il faut ouvrir les champs du possible, il faut comprendre ce qu'on veut dire aujourd'hui ou ce que veulent dire les nouvelles générations par engagement. Si d'ailleurs vous voulez un état de l'art très récent, on a Performance, entité de Juliet Sterman, qui vient de réinterroger cette notion avec un livre blanc pour savoir jusqu'où l'engagement était une notion pérenne en ce moment. Et ça vient de sortir, donc n'hésitez pas parce qu'il y aura cet éclairage à la fois de praticiens en entreprise, aussi de personnes scientifiques qui se réinterrogent sur la notion en elle-même. Donc effectivement, c'est un vrai enjeu. En tout cas, ce qu'on peut dire sur l'expérience collaborateur, c'est que c'est hyper contributrice d'un engagement réussi. C'est-à-dire que le sens, la qualité du management, en fait, finalement, toutes les dimensions qu'on a ici dans le baromètre, l'environnement de travail de qualité par rapport à ce qu'on peut avoir, la qualité des outils, tout ça contribue à avoir un engagement et de qualité et dans la durée. Et quand on interroge dans les enquêtes d'engagement, que ce soit Pulse ou annuel, ces éléments-là remontent énormément au niveau parfois de la rémunération. En tout cas, c'est des avantages comparatifs très forts, soit en termes de rétention, soit en termes de recrutement pour un candidat. J'ai peut-être une dernière question. Oui. Julien, tout à l'heure, tu évoquais la notion d'ici et maintenant. Et donc, on nous demande de la reformuler, d'avoir un peu plus de précision sur ce qu'il y a derrière, en fait. Très bien. Oui, en fait, le constat que faisait Henri Bergeron, c'était que les classes sociales dites moins aisées ont toujours, sur une centaine d'années, privilégié le ici maintenant. Donc, par exemple, l'explication de l'arrivée de la cigarette et de son grand succès, c'est souvent les classes sociales dites moins aisées qui, en fumant cette fameuse cigarette, se retrouvaient dans cette notion de plaisir de ici et maintenant. Ce qui était moins le cas des classes sociales dites aisées, qui étaient plutôt dans la projective. Et en l'occurrence, depuis le Covid, ce qui s'est opéré, c'est que ce ici maintenant nous touche tous, classe aisée et classe moins aisée. Et entre autres, une des explications, sans faire de débat sur la politique, la fameuse réforme des retraites aujourd'hui, une des explications de son timing, qui ne serait pas pour certains arrivé au bon moment, c'est parce qu'on est dans cette notion de ici et maintenant et qu'on n'a pas envie d'être dans la projection de demain. Et donc, c'est ça le ici et maintenant. C'est vraiment l'idée que ce qui compte, c'est la manière dont je vis ma relation au travail, c'est la manière dont je vis ma relation personnelle aujourd'hui dans mon environnement de travail, c'est la manière dont je sociabilise avec les uns les autres, c'est cet fameux équilibre professionnel et personnel. Et c'est ça le ici maintenant. Et ça coche, encore une fois, toutes les classes sociales, d'où cet effet que vous avez dans certains chiffres qu'on vous a présentés sur le fait qu'on est très bien chez soi, que, alors pour les managers, évidemment, pour ceux qui peuvent, on est très bien chez soi et dans sa résidence secondaire. Pour les collaborateurs, on est très bien chez soi. Et donc, c'est ça. C'est ce côté un peu épicurien, si je pouvais l'appeler comme ça, où il y a une volonté de se donner du sens tout de suite et de ne pas attendre, en l'occurrence.
J'espère avoir répondu à la question. Donc nous arrivons, il est 10 heures pile, et c'est un de nos engagements chez Julie Starwen, c'est de vous faire passer un bon moment pendant 1 heure. Nous espérons que ces résultats vous ont été propices, vous seront bénéfiques. Encore une fois, merci à Isabelle de nous avoir présenté ces résultats. Merci à Judith d'avoir organisé ce webinaire. Merci à David de nous avoir accompagnés dans ses commentaires. On est encore une fois à votre disposition pour venir présenter de manière plus succincte ou plus détaillée d'ailleurs, parce qu'évidemment, on a beaucoup de chiffres et là, on vous a présenté la substantifique moelle pour venir dans vos organisations et peut-être susciter le débat et vous faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience tel ce monolithe qui est derrière moi. Voilà, très bonne journée et à très bientôt, et à bientôt pour un nouveau webinaire avec Julie Starwen.